Alors, merci d'être toujours avec nous. On se retrouve pour cette dernière session, dernière thématique, comment améliorer les interactions entre le dedans et le dehors des établissements en associant les personnes concernées. C'est une problématique d'ouverture des politiques d'établissement qui est de plus en plus nécessaire, mais qui appelle à des démarches de concertation, de dialogue, qui sont souvent difficiles à mettre en œuvre entre des acteurs qui se connaissent mal, qui se connaissent peu. Pour en parler, on va faire le tour de nos 4 projets. Et puis, on a notre dernier grand témoin qui est avec nous. Diane, je vous laisse nous la présenter. Merci Régis. Alors bonjour Marie-Automne, merci d'être présente avec nous aujourd'hui et je suis vraiment ravie que tu puisses discuter ces projets. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es responsable de projet au laboratoire des solutions de demain au sein donc de la direction des établissements et services médico-sociaux de la CNSA. Et tu as été anciennement responsable de l'innovation à la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé de la ville de Paris. Et tu t'emploies à mettre ton esprit créatif et collaboratif au service des politiques publiques. Quel programme. Enchantée. Et qui va nous accompagner, nous éclairer pendant ces 4 projets. On va tout de suite commencer avec 2 projets qui visent à développer des dispositifs innovants, de tiers-lieux, d'applications pour favoriser la communication et les liens avec l'extérieur de résidents d'établissements, de personnes souffrant de troubles psychiques et pour qui le lien avec le milieu ordinaire, on le sait, est particulièrement difficile. On va commencer par une initiative menée à Bagneux. On est en région parisienne dans un foyer de jeunes adultes autistes qui a été créé il y a une quinzaine d'années. L'établissement a été accompagné dans le cadre de l'appel à projet par l'agence Les Beaux Jours, spécialisée dans le design de politiques publiques à destination des populations vulnérables. On accueille les responsables de ce projet qui l'ont mené suivi. Julien Bautrio est avec nous, cofondateur de l'agence Les Beaux Jours, et aussi Christelle Lecause, cadre socio-éducatif à la cité Jacques Descamps. On va en parler. Je vous laisse présenter ce projet. Alors, je rappelle, on a un temps imparti, c'est 3-5 minutes. Comme ça, après, on peut véritablement prendre aussi le temps d'avoir les retours des témoignages et des auditeurs. Je vous laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Julien Bautrio et je suis cofondateur de l'agence Les Beaux Jours. Alors, je ne sais pas si le PowerPoint fonctionne, j'ai l'impression que c'est bloqué. Puis que vous donniez l'indication et on change les slides. Entendu, on fait comme ça. Alors, effectivement, bonjour à tout le monde. C'est un projet qu'on a accompagné dans un foyer pour adultes autistes qui est géré par l'association Cité Caritas à Bagneux. Quand on a lancé cette expérimentation, le foyer, le FAM accueillait 47 personnes adultes qui présentaient des troubles du spectre et qui présentent encore des troubles du spectre de l'autisme. Et vous pouvez passer la slide suivante. On a constitué une équipe pluridisciplinaire avec 3 designers, un sociologue et une psychomotricienne. Et ce projet a été suivi par Christelle Lecause, donc, qui est parmi nous et que je salue. Alors, on a eu la chance de commencer sur ce projet avec une problématique de départ très ouverte. Vous pouvez passer à la slide suivante, qui avait pour objet la donnée de départ, c'était la commande de départ, c'était d'améliorer la communication entre la triade que vous voyez à l'écran, à savoir les résidents, les professionnels et les proches. Donc, un défi qui est vous pouvez passer la slide d'après, qui est très ouvert pour nous, puisque on avait face à nous 47 résidents, donc potentiellement 47 manières de communiquer, une grande partie d'entre eux étant non-verbaux. On avait déjà un défi de taille qui était de se dire finalement comment associer ces résidents dans la démarche de conception. Et puis, au final, le point d'atterrissage, comment proposer une palette d'outils de communication suffisamment large à ces personnes. Donc, potentiellement 47 modalités de communication différentes. Donc, un défi et comment dire,
des éléments qui tout de suite ont posé le décor et qui nous ont fait aussi prendre conscience qu'il fallait que cette démarche soit basée sur l'humilité. Parce que face à un défi communicationnel aussi grand, il nous fallait vraiment y aller à tâtons et être dans une approche très participative. Alors, vous pouvez passer les 2 slides, celle d'après, merci. On a, lors de nos investigations, donc une immersion qui nous a pris beaucoup plus de temps que prévu, identifier des irritants, des éléments bloquants à la communication dans ce foyer. D'abord, concernant les résidents, je vous l'ai dit, hein, un enjeu de taille vu la palette d'aptitudes autour de la communication qu'il fallait intégrer. Et puis également, pas mal de réticence de certains résidents autour de la communication. Parce que, en tout cas, ce qu'on a pu observer, ils considéraient que quand il y avait une communication qui était faite à leur famille, c'était souvent pour leur faire part de troubles, de situations critiques, et donc une forme de méfiance des résidents par rapport à la communication telle qu'elle pouvait être menée à un niveau institutionnel. Côté famille, vous pouvez passer à la slide d'après. Côté famille, alors c'est ce qui a vraiment, ralenti, mais d'un point de vue positif, hein, la démarche. On s'est rendu compte qu'il y avait un historique de taille dans ce foyer qui était basé sur une forme de défiance des familles vis-à-vis des professionnels, les familles considérant qu'il y avait un manque de transparence un peu historique, réel ou plutôt ou fantasmé par rapport aux professionnels. Donc, on a dû travailler énormément sur la confiance, la création d'espaces de parole pour les parents, avant de pouvoir finalement refluidifier la démarche et les faire embarquer dans toute cette démarche de conception. Et puis, côté professionnel, slide d'après, en fait, l'effet miroir de cette défiance vis-à-vis des parents est un positionnement parfois difficile à trouver pour communiquer justement avec les parents, pour garder aussi l'intimité des résidents, puisque n'oublions pas qu'on est face à des résidents adultes et majeurs, et que du coup, tout ne peut pas être forcément communiqué par eux. Donc, on était sur quelque chose de très ouvert. Slide suivante, s'il vous plaît. Et on a atterri au gré de nos ateliers, au gré de nos observations sociologiques et anthropologiques sur plusieurs pistes autour de la communication. Vous pouvez passer la slide après. On avait ce spectre qui était encore très, très ouvert. On s'est dit, finalement, la communication, elle peut se situer à différents endroits. D'abord, une manière d'outiller le résident pour qu'il puisse raconter son année. Suivre toute l'année d'un résident et puis à un moment donné, créer un événement, des modalités, des outils pour que les parents et les proches et les professionnels puissent se retrouver autour de l'histoire du résident sur une année, donc une temporalité longue. Une autre opportunité, c'était de se dire comment créer des outils qui vont permettre le maintien du lien à distance. Une troisième piste était de savoir comment on pouvait retracer et partager des événements, et surtout des événements un peu critiques. Et enfin, comment construire des événements collectifs, puisque je vous l'ai dit, et ça fait partie de l'histoire du foyer, que de pouvoir se retrouver et avoir des échanges plus sereins. Julien, c'est les sonnettes, oui. on va résumer la dernière piste ensemble peut-être parce qu'on est arrivé au bout du temps. Donc il y a eu à l'arrivée l'idée de faire ce tiers-lieu communicant en réemployant ce qui était un chalet, une sorte de remise dans le parc de l'établissement que vous avez complètement reconceptualisé, si je puis dire, en faisant une espèce de chalet de communication. Alors vous l'avez dit, très humble et en même temps très exigeant, puisqu'il y a à la fois pour
ceux qui ne peuvent pas avoir une communication verbale, un plaid intelligent que vous avez mis en place, donc avec une clé USB sur lequel les familles peuvent mettre des musiques, des messages, des éléments de chaleur aussi pour communiquer sensoriellement aussi avec les résidents proches. Et il y a un ordinateur avec la possibilité d'avoir des visios, des zooms organisés aussi avec les familles pour ceux qui peuvent avoir un accès à ce type d'outils-là. Peut-être quelques points sur le déploiement de ces outils, notamment quelles difficultés ça pose avec ce type de résidents, notamment de le fait alors de déployer ce plaid ou des conversations Zoom. Est-ce que ça, c'est très bien, voilà, ça va exister. Quelles problématiques dans les phases tests vous avez eues de distraction, de tension peuvent générer ce type d'outils-là malgré tout? Alors, il y a un enjeu déjà sur l'amont de l'utilisation de ces outils, c'est-à-dire comment on prépare le résident en amont, comment on extrait le résident d'une routine au sein du foyer. Et ensuite, effectivement, il y a le moment où il arrive face à l'écran. Et c'est vrai que pour nous, allumer Zoom, se connecter, ça semble quelque chose de, finalement, ça devient naturel depuis 2 ans. Nous, pendant les phases de test, effectivement, on a vu que le moindre bouton qui s'éclairait, la moindre icône qui clignotait pouvait complètement détourner le résident de la conversation. Et donc, ça nécessite, on a passé les slides, mais ça nécessite à la fois un travail sur l'aménagement du lieu, mais également un travail sur l'ergonomie de la solution de visio pour que le résident soit tout entier et concentré sur la conversation qu'il a avec son proche. Il y a un enjeu, et peut-être pour en parler avec Christelle, qui est celui de la place des personnels accompagnants de l'établissement par rapport à cette initiative-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils accompagnent, ça a été dit par Julien, dans la routine un peu de vie quotidienne. Il faut qu'ils rassurent, et en même temps, il ne faut pas qu'ils deviennent trop interférents, parce que sinon, du coup, ils font la communication à la place du résident. Comment est-ce que se réfléchit et se trouve cette place des professionnels dans ce nouvel espace? Bonjour. Alors effectivement, il y a toujours cette question à la place des professionnels et laisser après la libre discussion avec les proches et donc les résidents. Et pour ça, effectivement, c'est des temps de rencontre qui ont été faits. Mais c'est surtout, en fin de compte, on se base pour l'accompagnement, pour les personnes avec ce syndrome. On parle, en fin de compte, déjà, qu'il faut qu'ils puissent se repérer et qu'ils puissent repérer les lieux et avoir, en fin de compte, cette confiance. Une fois que cette confiance, en fin de compte, elle est acquise, effectivement, il y a l'utilisation de l'outil, mais qui a été la pandémie a été aidante en fin de compte dans l'utilisation de cet outil. C'est quelque chose maintenant qu'on pratique très régulièrement. Et donc la place du professionnel, c'est de l'estompage, c'est comme en fin de compte la méthode PEXT où on va être présent au début et petit à petit en fin de compte on enlève notre présence et en même temps dans le chalet donc de communication que vous avez parlé là en préambule, donc il y a un aménagement qui est pensé pour que le professionnel puisse en fin de compte s'estomper mais être proche s'il y a besoin d'intervenir et en même temps avoir un casque de musique donc sur les oreilles du professionnel pour qu'il y ait une certaine intimité quand le résident est totalement à l'aise en fin de compte dans l'échange et l'utilisation de l'outil. Les parents sont demandeurs en premier lieu en début d'échange d'avoir un échange avec le professionnel et après aussi le professionnel dit qu'il va se mettre à l'écart pour qu'il puisse échanger bien sûr avec leur enfant. Et c'est quelque chose qui se vit très bien. Alors pour l'instant, on le fait dans des endroits comme une salle où on a essayé un petit peu d'aménager, parce que le chalet est en cours de rénovation et d'aménagement
pour que cet endroit soit un endroit chaleureux et en même temps un endroit de rencontre physique ou à distance, et avec effectivement avec aussi des objets et des différentes huiles pour avoir un climat vraiment cocooning. Oui, il sera mis en lieu courant 2022. Ça rejoint un peu, et on en parlera avec Marie-Autonne, les tiers-lieux qu'on peut inventer dans ces nouveaux lieux. Et c'est l'objet d'un appel à projet de la CNSA, plus centré sur les EHPAD, mais qu'on retrouve là aussi. Est-ce que, Julien, il y a un enjeu aussi à pérenniser ce site-là? C'est-à-dire au début, on va y aller un peu, puis on peut l'oublier aussi parce que la routine reprend d'une certaine manière. Est-ce qu'il faut travailler aussi à une pluralité d'activités de ce lieu pour qu'il prenne pleinement vie dans l'espace d'un établissement qui reste un établissement tout de même avec une fonctionnalité forte? Oui, alors pour le moment, je dirais que c'est un lieu tiers, sans faire de formule alambiquée, mais c'est un lieu tiers, c'est-à-dire qu'on l'a pensé pour qu'il soit à l'extérieur des unités de vie, pour qu'il y ait ce cheminement de cette préparation du résident et qu'il y ait aussi une zone d'intimité qui se crée. Donc, et ce lieu tiers, pour le moment, il est dédié à la communication entre les membres de la triade dont je parlais au début. Mais c'est un peu un pied dans la porte qu'on veut mettre avec la création d'un lieu de ce type. C'est-à-dire que Christelle l'a pas dit, mais on envisage aussi de sortir des murs de ce chalet pour amener de la convivialité, l'été, une terrasse, des lieux d'échange entre les parents. Donc, effectivement, il y a des usages qu'il faut, formels et informels. Je pense que ça se fera aussi avec les professionnels et les familles. Il faut qu'il y ait une appropriation du lieu. Mais pour le moment, c'est le prétexte de la communication de l'intérieur vers l'extérieur. Mais on se dit que c'est, encore une fois, de ce lieu tiers, on pourrait en faire un tiers lieu tel que, effectivement, vous l'évoquiez, Régis. Alors on nous demande sur les réseaux, magnifique projet. On aimerait bien voir le chalet. Eh ben, écoutez, on vous le remontera au prochain appel à projet une fois qu'il sera complètement remis en forme, puisque c'est courant 2022 que derrière les premières expérimentations, tout ça va se finaliser. Merci à vous en tous les cas pour ce beau projet. On va passer à un autre projet. On reste dans la même problématique et on reste là aussi sur la communication du dedans-dehors associée à des établissements qui accueillent des personnes avec des troubles de handicap psychique. On va aller du côté d'Alès, c'est la Césaranque. C'est un établissement accueillant un foyer d'hébergement et de résidents souffrant de handicap psychique dans le cadre d'une transformation de l'offre de logement et de la création d'un certain nombre de logements autonomes. L'établissement a voulu accompagner l'ouverture au milieu ordinaire d'un dispositif innovant. Elle s'est pour cela, et dans le cadre de l'appel à projet, appuyée sur l'expertise de l'IMT Minales, c'est une école d'ingénieurs qui porte des projets privés, des projets de recherche autour de différents champs. Alors évidemment, il y a des choses plutôt autour des matériaux, de l'informatique. Ça, c'est vraiment le cœur des écoles de mines, mais aussi du handicap, puisqu'il y a des travaux sur des fauteuils adaptés, sur des rétines artificielles. Pour parler de ce beau projet, de cette collaboration, on a Stéphane Coutelan avec nous, c'est le directeur de l'établissement de la Césaranque. Et on a Hugues Sylvain, il a porté le projet pour l'école Mines Alès, donc cette école d'ingénieurs. Je vous laisse la parole, là encore 3-5 minutes, on essaie de respecter le timing pour pouvoir aussi avoir un temps d'échange après. Pas de souci. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Merci. Je vais vous présenter déjà notre projet donc, qui portait dans un premier temps sur l'écriture d'un cahier des charges fonctionnel sur une application favorisant l'autonomisation de nos usagers, qui s'inscrivait dans le cadre de notre projet d'établissement 2018-2022 et qui pose comme grand axe de travail la restructuration de l'offre d'hébergement et d'habitat avec une adaptation de nos modalités d'accompagnement. Donc, le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, pour ce faire, nous avons 2 foyers d'hébergement et une partie de notre service d'accompagnement à la vie sociale qui vont être regroupés sur un même lieu
sur un même espace, en basant nos changements sur de l'habitat inclusif. Donc, ces changements de fonctionnement ont engagé la mise en œuvre d'une organisation plus adaptée, plus en adéquation avec les besoins et les fonctionnements. Donc, de plus, nous avons constaté depuis quelques années un fort rajeunissement des usagers et une meilleure maîtrise de l'outil, de la technologie et des outils numériques. Donc, c'est pour cela que nous avons eu l'idée d'une application pour augmenter l'autonomie des personnes que nous accueillons, à la fois dans leur vie quotidienne et surtout en favorisant la réalisation et l'accès à leurs projets individuels, qui est centré autour qui délimite toute la partie accompagnement. Mais on avait aussi un intérêt structurel qui était de fluidifier l'information à destination à la fois du personnel administratif, mais aussi et surtout au niveau des encadrants. La solution qu'on a identifiée à tout ça, c'était la définition d'un cahier des charges fonctionnel pour répondre aux besoins exprimés par la César-Inc. Et donc, nous, pour ce faire, on s'est appuyé sur des équipes pluridisciplinaires composées de designers et d'ingénieurs pour concevoir la totalité du projet en 6 phases. Donc, la première phase, on a eu une immersion des tuteurs design sur 2 jours, avec une nuit passée dans l'établissement, constitution d'un rapport d'étonnement qui a servi à guider les étudiants qu'on a mis en immersion au sein de la César-Inc. Donc, la phase 2 a été l'immersion de ces étudiants, donc des designers et des ingénieurs, qui avaient pour but de faire un entretien avec toutes les parties prenantes, de collationner tout type de besoins émergents, de les classifier, de définir les priorités, etc. et de concevoir les premiers prototypes que vous voyez sur l'écran. Slide suivante, s'il vous plaît. La troisième phase a consisté à prioriser toutes les fonctions qui sont ressorties. Et là, on a fait travailler tout le monde, c'est-à-dire tous les gens qui avaient participé à l'émergence des besoins ont été sollicités, il y a eu des votes, etc. Et on avait défini les fonctionnalités que vous voyez là, les principales en tout cas. Slide suivant. Sur la phase 4, on a fait rentrer d'autres étudiants que nous avons chez nous, qui sont spécialisés en communication numérique. Et là, on est parti sur les prototypages numériques des interfaces utilisateurs. Et on a défini des parcours d'utilisation. Slide suivant, s'il vous plaît. Ces 4 premières phases ont été suivies d'une 5e phase qui était l'analyse des processus existants à l'intérieur de l'établissement et l'impact de l'arrivée de cette application et donc quelles étaient toutes les modifications à prévoir dans la structure. Après ça, on a déterminé, et donc là, ce sont les tuteurs et la direction de la César-Inc. qui ont défini les droits d'accès, les rôles de chacun à l'intérieur du processus et validé le cahier des charges final. Donc, à ce jour, nous avons validé le cahier des charges fonctionnel qui avait été proposé par les étudiants. On a mis en développement en 3 phases cette application en cherchant des financements sur différents appels d'offres ou appels à projets existants actuellement sur l'environnement. Nous avons obtenu la validation d'un appel à projet au travers d'institutions Solidel et donc à ce jour, nous avons lancé la mise en œuvre du développement sur un niveau intermédiaire entre les 2 premières phases. L'application telle qu'elle est n'est pas développée dans un but commercial, mais vraiment d'avoir un intérêt avant tout social pour les personnes accueillies. Donc, nous n'avons pas du tout étudié la notion commerciale et de marché pour le déploiement de cette application. Voilà, je vous remercie. Merci à vous deux. Quelques mots pour éclairer un peu ce beau projet. Il est intéressant parce que par rapport aux autres, il y a un vrai travail de fond avec cette école d'ingénieurs, les étudiants, pour que les uns et les autres apprennent. On a beaucoup appris là-dedans, on y reviendra. Et puis, il y a cet outil qui a vraiment été pensé dans l'ensemble de sa conception et de ses fonctionnalités, au plus près aussi des attentes et des besoins des résidents. Ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, il est assez simple dans ses fonctionnalités. Il y a un outil de géolocalisation, il y a un outil qui permet de réserver des transports, des navettes, d'avoir le menu des cantines, peut-être demain des plannings, mais on n'est pas dans un outil qui ouvre à toutes des fonctionnalités de loisirs, etc. ou autres,
Comment ça s'est passé, Monsieur Coutelan, ce travail sur la définition des attendus, des fonctionnalités de l'outil? Et est-ce que finalement, il y aura une montée en charge progressive de différents types de fonctions qui vont être associées à cet outil? Les éléments attendus ont été identifiés dans le cadre des périodes d'immersion avec des étudiants. Il y a eu différentes périodes qui ont été lancées à la fois au niveau des ingénieurs, des étudiants ingénieurs et des étudiants designers. Donc, il y a vraiment une co-construction qui a été faite à la fois avec les usagers, mais aussi les professionnels et les étudiants au niveau ingénieur comme sur l'aspect design. Donc là, aujourd'hui, comme on l'avait évoqué, on est vraiment sur une dimension à 3 phases sur lesquelles on va essayer de monter en puissance jusqu'à un seuil qui nous semble être le seuil intéressant. On ne veut pas faire une usine à gaz de cet élément-là. Comme vous évoquiez tout à l'heure, on est sur aussi une approche de personnes qui peuvent aussi être en difficulté sur des instants précis. Et plus on complexifie la chose et moins pour nous elle sera opérationnelle. Donc il y a certaines, on va le simplifier tout en gardant un intérêt quand même majeur pour ces travailleurs et ces résidents, que ce soit au niveau de leur vie personnelle comme de leur vie professionnelle, puisque vous évoquiez aussi toute la notion de planning qui pourrait être intégrée. Mais notre but n'est pas vraiment de le développer et d'y rajouter des couches et des surcouches. On est vraiment dans une dimension la plus simpliste possible, mais la plus intéressante pour les usagers. Essentialiste, hein, parce que vous dites le planning, ils le veulent parce qu'ils veulent avoir un planning comme les gens dans le milieu ordinaire. Ils ont un planning, c'est la même chose. Ils veulent un outil de géolocalisation parce qu'ils savent que la géolocalisation, c'est compliqué. C'est eux qui ont demandé cet outil-là pour pouvoir être signalés qu'ils sont de retour ou qu'ils sont partis au bon moment. Donc il y a vraiment une approche simple mais essentialiste qui est portée. Et puis il y a ce lien assez incroyable qui se fait avec ces étudiants. Hugues, justement, il y a eu un rapport d'étonnement qu'ont fait les étudiants. Comment ça s'est passé le lien, la communication, le langage, parfois, il n'est pas là pour échanger, donc il faut inventer un langage. Il faut parler informatique, numérique, avec des personnes qui sont peut-être habituées ou peut-être pas habituées à ça. Qu'est-ce qui a été le plus surpris, finalement, les étudiants dans cet échange-là? Alors, la première effet de surprise qu'il y a eu, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui avaient le même âge qu'eux, qui apparemment avec les mêmes capacités qu'eux, et finalement qui ne les avaient pas et qui étaient considérés comme des travailleurs handicapés. Ça a été un premier choc pour eux. Et un choc sur lequel ils ne sont pas sortis indemnes. Certains étudiants ont eu les larmes à l'œil quand ils ont évoqué ce genre de sujet lors des soutenances qui ont émaillé ce projet chez nous. Après, par rapport à d'autres thématiques, nos étudiants se sont confrontés à des gens qui ont l'usage de la parole, donc déjà ça a simplifié la chose. Mais il y a eu, je pense que Stéphane Coutelan s'en souvient, il y a eu de nombreux échanges sur la définition des icônes qui jalonnent l'application, et notamment une que j'ai en tête qui était un ballon de foot et qui, en fonction de qui la regardait, n'avait pas du tout la même signification. Et ils se sont gratté la tête vraiment pour arriver à trouver ce fameux langage commun qui a défini au départ la structure de l'applicatif. Après ça, franchement, comme on dit, la mayonnaise a super bien pris. Ils ont vécu H24 pendant plusieurs séquences de mois dans la Césareinc. Moi qui vais voir régulièrement M. Coutelan pour encore à la suite du projet, on me dit « Ah, le prof de Anthony, Jean-Baptiste, Julie », on me cite les prénoms. Voilà, on me demande de leurs nouvelles. Ça a été fait, ils ont mis des relations d'amitié là-dedans et donc ils ont ouvert la parole de tout le monde. Si, peut-être je voudrais prendre le regard de Marie Autonne sur ces deux premiers projets assez voisins, sur les publics qu'ils adressent, sur aussi les démarches qu'ils ont. Oui, alors merci beaucoup parce que je trouve que ça renforce aussi un peu ce qu'on a dit dans la première table ronde, c'est de dire que finalement, en tout cas moi mon rapport d'étonnement, vous en avez parlé, vous avez utilisé le mot, c'est que derrière le côté technique, outils numériques qui peut
peut nous sembler à la fois malin, moderne, mais peut-être un peu froid. En fait, vous avez parlé de rencontres, de liens, de rapports d'étonnement, de l'immersion. Moi, j'ai été assez sensible à toute cette phase d'immersion. Vous avez dit dans le premier projet, c'était beaucoup plus long que prévu. On a trouvé une situation, on a trouvé des liens et on a été, nous designers, des personnes qui arrivaient avec un regard qui permettait de poser des questions et d'être un peu bouleversé, d'être un peu dérangé, d'être déstabilisé. Et j'aimais bien aussi votre concept d'humilité. C'est-à-dire pour arriver et pour se mettre à l'écoute de ce qui s'y passe, de qui sont les gens, de quels sont les besoins. Ce n'est pas ceux qu'on imagine forcément. Au lieu d'extrapoler, voilà, ils sont comme ça, donc ils ont besoin de ça, c'est de prendre le temps. Et c'est vrai que, Dieu sait si on n'a pas forcément le temps dans un truc avec des livrables, avec des cahiers des charges, avec des calendriers qui sont dealés, on dit, OK, il faut qu'on ait une phase d'immersion et de rencontre. Et là, dans les 2 projets, on voit que c'est ce temps de rencontre et d'immersion qui va être quelque chose de structurant pour la suite. Et que finalement, l'outil et son appropriation va connaître après son histoire, son développement. C'est intéressant ce que vous dites sur l'impact de l'arrivée de l'outil sur la façon dont on va travailler. L'impact aussi de ce chalet extérieur à l'endroit, le fait d'y aller, d'avoir ce petit cocon, quel impact ça va avoir. Donc en fait, il y a vraiment ce travail à la fois de prendre le temps et de voir sur le temps long comment on accompagne cette dynamique-là, y compris une fois que les designers, que le projet est fini, comment aussi, avec l'équipe, le manager, mais avec l'équipe, avec les familles, avec les proches, avec le tissu qui est, je vois aussi à Alès, le tissu qui est créé, comment on va faire vivre, comment on va continuer à mettre de l'humain et du lien dans cette parole qui est quelquefois empêchée, mais on se rend compte que même si la parole est empêchée, le lien, il est là, il est présent et on trouve des solutions. Oui, on parle toujours de la réalité de ce qu'est cette parole qui s'exprime ou ne s'exprime pas et de ce qu'est cet outil. Sans présupposer, c'est vraiment une démarche très, très progressive. Merci beaucoup à vous de nous avoir accompagnés. On va passer aux 2 derniers projets. Alors des projets qui portent des démarches pour le coup particulièrement originales puisqu'elles font appel à des expertises venant d'horizons différents, du monde des arts, du monde de la philosophie, on va le voir, en commençant par un projet porté par l'association Bompard et Manon Pouillot. Vous êtes Manon designeuse formée aux Beaux-Arts dans l'Est de la France. Vous êtes depuis longtemps intéressée pour donner, une forme de résonance aussi à vos travaux, à vos recherches artistiques dans le monde du soin notamment. Et vous l'avez fait dans le cadre de collaboration dans vos études et puis au-delà avec ce lieu qui est un lieu de l'association Bompard qui accueille en particulier des personnes atteintes de la maladie d'Huntington. Je vais y arriver. Vous avez travaillé avec eux déjà avant ce projet, notamment sur un très beau projet qui était celui de travailler sur des bavoirs. Les bavoirs, on sait que dans la maladie de Huntington, il y a une hypersalivation qui est très forte et donc ça provoque des taches bien évidemment et donc il y avait des bavoirs qui n'étaient pas forcément très agréables. Vous avez travaillé à repenser ces bavoirs pour en fait des habits, des éléments de beauté dans le quotidien qui s'ouvraient par le côté. Vous avez travaillé sur les taches pour en faire des taches de couleur et en faire vraiment une dimension esthétique à quelque chose qui n'est pas du tout travaillé comme ça. Et vous avez prolongé cette approche, cette collaboration dans le cadre de l'appel à projet de la CNSA en avançant des bavoirs, on va le voir, à un autre objet. Je vous laisserai nous le présenter et à d'autres initiatives. Là encore, on vous laisse la parole 3-5 minutes et puis on en discute après. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Alors oui, je travaille en collaboration avec l'association Fondation Bompard depuis plusieurs années et plus spécifiquement avec la Masse Le Chêne où, vous l'avez dit, vivent des résidents qui sont atteints de la maladie de Huntington. Alors, la maladie de Huntington, c'est une affection neuro-évolutive qui est rare, qui est héréditaire et dont les principaux symptômes sont des chorées, donc des mouvements irrépressibles.
Et donc, avec l'évolution de la maladie, les capacités cognitives déclinent et certaines connaissances qui sont liées notamment aux préférences esthétiques, au goût esthétique, ces connaissances, elles peuvent se perdre. Et ça a été une de nos premières problématiques. Peut-être que vous pouvez passer les slides si vous voulez. Voilà, voilà, une de nos premières problématiques, c'était de se dire comment on garde en mémoire ses goûts esthétiques. Vous pouvez passer à la... Merci. Et donc, le premier pan du projet Nuances d'être, c'est une installation textile, comme vous voyez sur les photos, où en fait, les résidents vont créer des petits leurs nuanciers propres, singuliers, lors d'ateliers créatifs avec des textiles qui sont mis à leur disposition, lors d'ateliers créatifs avec le personnel. Et l'idée, c'est de venir après à poser ce nuancier. C'est dans la salle commune, cette installation. Et de créer finalement une pièce gardienne de la mémoire des résidents qui peut aussi être un référentiel pour choisir d'autres objets du quotidien. Donc ça, c'était le premier pan. Et le deuxième chapitre de Nuances d'être, on peut passer merci. C'est vraiment axé sur la problématique de l'hypersalivation. Alors, qui est présente dans la maladie de Huntington, mais qui peut être aussi présente dans d'autres maladies. Et donc, pour éviter aux résidents l'inconfort d'un col humide, bien sûr, on met une protection qui souvent est un bavoir assez stigmatisant. Et notre deuxième problématique a été de se dire, mais comment on rend moins stigmatisant l'accessoire qui absorbe la salive. Alors là, c'est pas uniquement un objet qu'on a imaginé, mais tout un système. On a expérimenté un système de production de bandanas imperméables à partir de foulards en fait de seconde main qu'on a récoltés dans les établissements de l'association et sur lequel on a cousu. Donc c'est un atelier local d'insertion sociale et professionnelle par la couture qui a cousu un imperméable, mi-dépression, etc. Pour en fait avoir à la fin un objet qui est pratique, mais qui est surtout plus discret, un peu un objet rusé comme ça, qui se fond beaucoup plus dans le décor vestimentaire des résidents, un objet qui est dépourvu de connotation médicale, et qui est assez éthique finalement parce que issu d'un processus écologique assez fort. Peut-être donc je peux en conclusion dire quelques enseignements tirés après le projet Nuances d'être. Ce projet il a permis d'expérimenter des pistes assez pratiques pour intégrer finalement le beau mais aussi le digne au sein d'un établissement médico-social avec une très forte dimension écologique, mais également, ça a été évoqué dans les projets avant, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est le potentiel du textile finalement à permettre une communication alternative qui n'est plus basée uniquement sur le verbal, puisque certains résidents, c'est très compliqué le verbal avec l'évolution de la maladie, mais sur le toucher, le regard. Et ça, c'était assez beau à voir. Voilà. Merci beaucoup pour ce très beau projet, très inspirant, très inspiré aussi. Peut-être quelques petits points. Il y avait le projet de Bavoir à la base, qui est devenu donc le projet de Bandana. Quelles étaient les difficultés finalement dans le projet de Bavoir que vous aviez, qui ont fait que vous avez un peu reformaté la chose dans le projet de Bandana? Et puis en complément, comment est-ce que vous avez créé autour de ce projet-là le lien avec les équipes soignantes pour que, comme partout, une fois que vous ne serez plus là, cette belle initiative perdure dans un temps de soins qui est toujours sous tension, toujours compliqué, où tout peut s'oublier très vite.
Oui, effectivement. Alors, le premier projet sur lequel on a collaboré avec la masse, ça a été un habit de repas en alternative au fameux bavoir qu'on connaît tous quand on travaille dans les institutions, qui est assez stigmatisant. Et on était déjà dans un processus écologique parce qu'on avait, par exemple, apposé des motifs qui utilisaient des encres notamment non nocives pour les humains qui les utilisent et pour l'environnement, donc des encres à l'eau. Et lors des processus de tests, on a beaucoup testé, notamment à la lingerie. Et ces beaux motifs, en fait, au fur et à mesure, parce qu'ils étaient dans le cycle de lavage en blanchisserie, ces beaux motifs s'effaçaient au fur et à mesure à cause des agents blanchissants. Par exemple, ça a été une des difficultés. Et donc, devenait tout blanc, tout le contraire de ce qu'on voulait, puisque nous, on voulait accueillir les taches, on voulait qu'elles se fondent dans les couleurs, dans les formes des motifs. Et ce qu'on s'est dit, c'est poussons ça encore plus loin, l'aspect écologique, utilisons des foulards de seconde main, utilisons des ressources qui sont déjà présentes dans nos placards et qui dorment. Et ça nous a permis en fait finalement de fédérer déjà les équipes autour de cette collecte, un peu dans les établissements. Les foulards ont été récoltés. D'autres avantages, c'est que le foulard de seconde main, il a déjà eu toute une vie et donc on sait sa qualité. S'il est toujours là et si les motifs sont toujours présents dessus, c'est qu'il a résisté à énormément de lavage. Donc finalement, des points vraiment positifs. Et pour l'autre partie de votre question, je vous disais, donc ça a permis aux familles de s'investir d'une autre manière, donc en amenant les foulards qu'elles avaient, mais également de faire j'ai eu la chance de collaborer avec une aide-soignante qui a eu une première partie de carrière dans l'industrie textile et on a pu en fait faire de la couture, des prototypes ensemble de foulards, les tester et puis visiter l'atelier de couture avec lequel je travaillais et donc en faisant ce lien, donner les clés pour que le personnel puisse s'emparer vraiment de la démarche après le passage de mon travail de design. Oui, même si vous n'avez pas forcément des professionnels soignants qui ont fait une carrière dans l'industrie textile, vous pouvez avoir des professionnels soignants qui aiment la couture et qui donc ont aussi une tendance, une pente qui pourrait être à accompagner ce type de projet dans le terme. Deux petites questions alors très précises qui nous reviennent par Internet. Évidemment, projet d'une très belle sensibilité associant le beau et le digne. Quels procédés ont permis l'imperméabilisation des bandanas? On est dans le pratique. Première question, je pose la deuxième. Elle est réelle dans le médico-social. Sans parler pour tout le monde, on est soumis à des contraintes budgétaires. Comment est-ce qu'on peut, combien coûte ce type de projet-là? Alors, pour l'imperméabilité, on a apposé un textile imperméable sur l'envers du bandana. Et donc, il y a le dossier qui est téléchargeable avec les patrons, avec l'emplacement des pressions, etc., pour faire en sorte que cet imperméable ne soit pas visible. Il est vraiment contre le corps. Et il y a même des références dans ce kit de déploiement de sites Internet qui vendent des textiles un petit peu écologiques. Voilà, vous pourrez trouver ça. Et l'autre question, c'était… Le coût de ce type de démarche et d'approche. Alors, donc c'est aussi j'ai plus le coût exact, mais en fait, c'est aussi dans le kit de déploiement. Ce que je peux dire, c'est que le fait de faire du seconde main, c'est moins cher puisque c'est une récolte déjà du textile qu'on n'achète pas, du textile à motif. Et après, il y a l'achat du textile imperméable, mais je donne aussi plein de techniques. Pourquoi pas utiliser aussi du seconde main pour le textile imperméable, notamment en faisant une autre collecte de parapluies usagés, de kawaii, etc. Il y a vraiment plein de petites astuces pour baisser les coûts. Manon a de la ressource.
On vous garde en ligne pour des questions qui viendront tout à l'heure, des commentaires qui viendront tout à l'heure. Je voudrais qu'on complète cette présentation avec l'autre présentation. Dernier projet qui lui aussi est original puisqu'il est associé à un studio de design de renom, les Sismo, que vous connaissez bien d'ailleurs Manon, non pas un établissement mais à la chaire de philosophie à l'hôpital qui a été créée par la philosophe Cynthia Fleury. L'enjeu y était de juger de l'apport d'une démarche de philosophie à un projet de design de service dans le champ du care, dans le champ du soin, en quoi l'alliage de ces deux expertises permet de mieux penser les usages, les dispositifs proposés, leur impact réel aussi. Le projet a pris pour terrain d'étude le service d'urgence de l'hôpital Pompidou, l'HGP, à Paris, et l'accueil qui est réservé aux personnes vulnérables. Pour en parler, on a avec nous Margot Lenoré, designeuse au sein du studio Les Sismo. Margot, êtes-vous avec nous? On ne vous voit pas. Ah oui, alors, on vous voit. Tout va bien. Super. Là aussi, je vous laisse 3-5 minutes. On tient le timing pour faire cette présentation et puis on échange après. Très bien. Du coup, comme vous avez pu le dire, ce projet, il a eu lieu au sein des services d'urgence. Du coup, à l'époque, là où ça a commencé, c'est que nous, on a vu que les urgences étaient en fin de compte un point critique entre la ville et l'hôpital. Et vous parlez de cette thématique dedans-dehors. Et c'était vraiment le fait de ramener ces problématiques extérieures aussi au sein de l'hôpital. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fin de compte, les urgences, elles étaient un peu sous tension au moment où on a commencé le projet parce que notamment il y a eu une forte hausse du nombre de patients. En fin de compte, cette hausse de nombre de patients, elle est liée notamment au vieillissement de la population et à une évolution d'une prise en charge qui est essentiellement médicale à une prise en charge qui devient psycho-médico-sociale en fin de compte. Et c'est de là du coup qu'on retrouve le fait de créer des liens avec la complexité de l'univers du patient. En fin de compte, c'est vraiment comment on prend cette complexité qui est présente à l'extérieur de l'hôpital pour aussi la prendre en compte dans l'hôpital. Parce qu'un patient n'est pas seulement une personne à soigner, mais c'est aussi une personne qui a un univers autour de lui avec des aidants, aussi bien familiaux que professionnels. Donc, c'est dans ce sujet, en fin de compte, que la chaire de philosophie et les Sismo ont choisi d'aborder la problématique des patients vulnérables et patients vulnérables, du coup, âgés ou en perte d'autonomie. Ça a été vraiment un challenge de mener ce projet parce que, comme je vous l'ai dit, à l'époque, les urgences étaient vraiment un milieu sous tension. On avait pas mal de grèves des urgences, notamment. Et c'est dans ce contexte-là que nous, on a pu mener plusieurs immersions. Du coup, vous avez parlé de l'HGP, mais on a choisi d'être en lien avec plusieurs services d'urgence. On a pu également faire des immersions dans la Sarthe. Notre but, c'était vraiment d'avoir un point de vue global sur les problématiques d'urgence et pas seulement ancré dans un établissement. Ensuite, on a pu faire plusieurs ateliers de co-conception où là aussi, ça a été challengeant parce qu'on est avec des équipes qui n'ont pas forcément le temps. On n'a pas pu forcément créer de relations long terme avec des patients qui viennent ponctuellement dans ces services. Et enfin, du coup, on est passé à une phase de test, de POC, donc de Proof of Concept, pour tester du coup les concepts imaginés avec les patients, leur entourage et les soignants au sein du service d'urgence. Donc, on a pu imaginer 4 solutions, du coup, dans les interstices de ce projet, de ce contexte très complexe qui s'installe tout au long du parcours. Donc, on a En cas d'urgence, qui est un petit livret qui cherche à donner des bonnes pratiques et à démystifier, en fin de compte, le monde des urgences qui est assez peu connu et qui fait peur. On a le pack confort, qui est une sacoche qui va être accrochée au brancard du patient à l'hôpital. Ça va lui permettre 2 choses. D'une part, d'avoir des éléments personnels avec lui pour retrouver des repères et d'autre part, d'avoir des éléments de soins pour retrouver aussi une forme de revalorisation. Ensuite, on a Itinéraire qui s'inscrit dans la problématique des patients déments qui peuvent faire des fugues hors des services d'urgence. Et au final, le dernier concept qui est celui des éclaireurs qui permet de faire le lien avec le parcours post-soins et notamment de faire le lien avec l'aidant où, en fin de compte, avec les personnes âgées, on n'a pas forcément une facilité à raconter ce qui s'est passé aux urgences, quels ont été les conseils des médecins. Et ces documents-là cherchent vraiment à créer ce lien. Ensuite, du coup, ces différentes solutions, on a pu les concaténer dans un kit de déploiement, comme on a vu de nombreux au cours des différentes présentations. Donc, le but, c'est vraiment de proposer un pas à pas pour mettre en place ces différentes solutions. Au-delà des projets eux-mêmes, nous, on a aussi pu voir d'autres impacts, en fin de compte, du projet au sein du service.
Notamment, du coup, c'était une occasion de renouveler le regard des soignants sur le soin et même leurs pratiques à eux. Donc, d'une part, c'est penser le soin au-delà du médical, mais c'est aussi s'apercevoir qu'il y a plein de gestes du quotidien qui ne sont pas valorisés et qu'au final, cette autre forme de soin, elle est déjà en place dans les services. Deuxièmement, du coup, c'était aussi une opportunité d'amener les équipes vers un mode de travail collectif et du coup, de leur montrer leur capacité de faire. Et en dernier, du coup, donc l'hôpital est aussi un milieu comme les autres où on va retrouver de nombreux silos. Et nous, à travers ce projet-là, on a réussi à recréer des liens entre des services qui se parlaient peu et ça a pu amener à créer de nouveaux projets. Donc, c'est ces 3 autres éléments, donc ces 3 autres impacts qui nous semblaient importants de citer. Merci beaucoup Margot pour ce projet. Et là encore, on voit comment la démarche design permet de réinvestir aussi un lieu comme les urgences, qui est le lieu par instance de l'hyperfonctionnalité, et que vous interrogez aussi comme un lieu d'accueil, comme un lieu d'hospitalité possible. Comment on refait à travers ces différentes petites initiatives un sentiment d'hospitalité quand on est reçu et accueilli aux urgences, qui est un lieu de passage, mais qui est aussi un lieu où on se retrouve. Donc, comment on vit ce temps-là et on le vit mieux. Je voudrais savoir un petit peu comment, en final, en quoi cette expertise issue de la philosophie du care, elle a permis d'interroger, elle a permis d'ajuster un certain nombre d'approches, un certain nombre d'outils que les designers que vous êtes avaient un peu en tête. En quoi ça a permis finalement d'affiner les choses? Alors, ça s'est fait bien sûr à plusieurs niveaux. Donc, c'est avant tout un projet de design. Donc, on n'a pas refait un projet de philosophie à part entière. La philosophie, elle s'est intégrée à plusieurs éléments, à plusieurs moments du projet. C'est d'abord des échanges, du coup, tout au long du projet pour mieux comprendre le contexte qu'on a pu observer, parce que ce n'est pas seulement le côté philosophie, il y a aussi le côté de connaissance du milieu médical qui nous a beaucoup aidés. Mais c'était aussi, du coup, comment on réinterprète certains outils de design sous l'angle de cette philosophie-là, et notamment, par exemple, des critères de choix des concepts dans les phases de co-création. Par exemple. Donc, on a pu choisir nos concepts selon leur capacité à rendre acteurs les différents utilisateurs, selon leur capacité à valoriser les savoirs de chacun et pas seulement les savoirs médicaux, ou encore le fait de valoriser l'individu lui-même, en fin de compte, dans ce contexte des urgences qui est, comme vous le disiez, très fonctionnel. Alors, il y a une question, je vous la pose à vous parce que je pense que, voilà, comment, c'est présenté comme une question globale, mais je trouve qu'elle est intéressante sur ce sujet-là. Comment mesurez-vous l'impact de ce projet, de cette intervention? Quels sont les KPI fréquentes? Alors, c'est vrai que quand on parle de philosophie et qu'on amène ça à des KPI, on se dit oulala. Mais déjà, comment s'est fait l'évaluation? Et est-ce que, d'une certaine manière, cette approche-là, elle permet aussi d'avoir des indicateurs ou de penser à des indicateurs d'évaluation différents de ce type d'approche? C'est une question effectivement qu'on s'est beaucoup posée dans le projet parce qu'elle est centrale aujourd'hui dans les questionnements liés au design. Nous, on a choisi plutôt de ne pas avoir des indicateurs scientifiques en fin de compte sur ce projet-là. On n'avait pas une capacité ni humaine ni technique de pouvoir trouver des nombres. Pour autant, ce qu'on a pu faire, c'est être présent tout au long de l'expérimentation, interroger les patients sur leurs ressentis. Et c'est grâce à ça qu'on a pu évaluer l'efficacité ou non du dispositif et dans quel contexte. Et ensuite, en fin de compte, après coup, il faut savoir que ce projet, il était en lien notamment avec la thèse CIFRE de Caroline Jobin, qui fait une thèse sur l'époque et leur capacité à influencer un collectif dans une démarche pour aller vers des démarches plus créatives ou de co-conception. Désolée, j'ai été perturbée par le script qui dit que Caroline Jobin fait une thèse sur le Poitou-Charentes. Du coup, voilà, donc il y avait cette thèse-là à côté. Et en fin de compte, c'est à travers aussi cette thèse, du coup, elle, avec sa thèse, est revenue après coup dans les services d'urgence pour interroger les soignants et a fait passer notamment des formulaires, etc., pour pouvoir avoir de la donnée plus scientifique, en fin de compte, sur le projet et ses impacts.
Alors, une dernière question, mais à vous deux, du coup, petite réponse rapide parce qu'on est un peu pressé par le temps, mais je la trouve intéressante et importante, si je la retrouve, cette belle question. Oui, ben voilà. Parfois, les structures ne comprennent pas l'intérêt et la place du designer dans le secteur du médico-social. Quels sont les points à mettre en avant pour qu'une structure accepte de collaborer? Qu'est-ce qui les rassure? Qu'est-ce qui les convainc? Manon, Margot? C'est vrai que quand on arrive sur les lieux, le designer, il peut, enfin, on ne veut pas qu'on soit vu comme un juge ou de la situation. Je crois que moi, au début, on arrive avec ce que j'appellerais un peu des gros outils, par exemple l'appareil photo, la caméra, même le carnet, et ça peut un petit peu être dérangeant. Moi, je sais que aujourd'hui, mon meilleur outil, c'est ma malle de textile. C'est un peu ce qu'on voit en fait dans les cafés couture, mais c'est des éléments qui se fondent beaucoup plus dans le quotidien. Donc, la couture, ça peut être quelque chose de contemplatif quand on ne peut pas réaliser les choses, mais ça peut être aussi du lien. Quand on recoue un bouton, on peut discuter. Donc, c'est ça, moi, je pense qu'il m'a aussi aidé. Margot, un mot de complément? Pour moi, c'est plutôt sur le plan, en fin de compte, méthodologique, dans le sens où on a les premières phases d'immersion qui, elles, permettent, en fin de compte, de prendre du recul sur le contexte qu'on observe. Et ce recul-là, il est très important parce que tout le monde, et c'est humain, va se retrouver quand on est dans un contexte quotidien, va intégrer des choses, ne va plus les voir. Et le rôle du designer, c'est d'apporter ce regard extérieur. Typiquement, dans le projet des urgences, comme je vous le disais, les soignants avaient déjà cette part de care, en fin de compte, dans leur pratique, dans le sens où ils proposaient, par exemple, aux aidants des éléments pour s'occuper de leurs proches, mais ce n'était pas institutionnalisé, donc non visible. Et on parlait des KPI tout à l'heure, et c'est aussi un problème. C'était quelque chose qui était non mesurable, donc qui n'est pas visible au-delà de ça, qui n'est pas visible par la direction, par exemple, quand on regarde un rapport, mais qui est visible par des designers quand ils sont sur le terrain et qu'ils font leur phase d'observation. Et du coup, notre présence sur le terrain, elle a permis de revaloriser des pratiques qu'on ne valorise pas aujourd'hui suffisamment. Au-delà de ça, la pratique du designer, c'est aussi sa méthodologie. Et je pense que si le projet n'avait pas été mené par des designers, on aurait eu plus de mal à intégrer les personnels des urgences, parce qu'on se serait arrêté sur le fait que c'est des personnels qui sont peu disponibles et qui n'ont pas le temps. Et nous, avec notre méthodologie, on a réussi à réinventer la manière de faire de la co-construction pour arriver à faire un format qui s'insère dans le quotidien de ces personnes qui sont vraiment sous l'eau. Diane, est-ce que vous avez une petite remarque, une petite question à l'un de nos deux projets? Oui, merci pour ces deux présentations qui étaient vraiment très riches. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié le projet porté par la Fondation Bompard. C'est un peu mon coup de cœur et je tenais à le dire, bien que j'ai adoré tous les autres projets et qu'ils étaient bien évidemment très riches. Mais voilà, j'ai eu... disons qu'il m'a beaucoup évoqué et je tenais à souligner quand même le souci du détail de ce projet. Et de la transmission qui est quand même très important. Voilà, on sent qu'il y a vraiment eu un travail de collaboration entre la Fondation Bompard et vous, Manon Pouillot, et pour construire ce projet, mais aussi lui donner du sens. Et donc ça, c'était à souligner. Et de mon point de vue, c'est aussi un projet véritablement inclusif, avec une attention particulière sur... toute la question de l'enjeu de l'humanisation voilà, et du maintien de la dignité des personnes. Et voilà, j'avais juste une question. Quels aspects vous auriez souhaité développer si vous aviez eu peut-être un peu plus de temps ou voilà. Est-ce qu'il y avait des choses que vous auriez souhaité retravailler ou pas? Mais voilà, c'est plus pour discuter et voilà. S'il y avait eu plus de temps, je pense que je serais encore plus retournée sur les lieux pour, en fait, le lien, il est déjà très fort, mais pour
rencontrer encore plus de personnel et donner les clés. Par exemple, quand on visite un atelier de couture avec une des personnes, une des aides-soignantes, ensuite elle y retournera et elle continuera à perdurer les choses. Et peut-être une autre chose, c'est tester la chose dans un autre établissement de l'association Fondation Bompard. Ce serait vraiment, vraiment bien. Marie-Autonne, retour de votre regard aussi sur ces projets singulier, s'il en est. Alors peut-être, pardonnez-moi l'impertinence, mais je serai un petit peu taquine pour qu'il y ait une apprenance un peu de tout le monde dans ce webinaire. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est KPI et POC, puisque ça a un petit peu désarçonné le Poitou-Charentes et notre truc. Je crois que c'est important qu'on puisse un peu expliciter. Les POC, ce sont donc... Margot, je vous laisse faire les POC et puis je fais les KPI. Voilà. Du coup, les POC, c'est des Proof of Concept, donc c'est une forme de test. Le but des POC, c'est de formuler en amont des hypothèses qu'on va pouvoir tester sur le terrain. En fait, les POC, ils se concentrent avant tout sur le fait de tester la désirabilité du concept auprès des usagers. On va avoir des pilotes qui testent le fait qu'un projet soit déjà prêt à déployer. En fin de compte, nous, on ne cherche pas à tester la faisabilité concrète, ni la mise en place concrète, bien que ce soit des sujets qu'on aborde au cours des POC, mais ils ne sont pas centraux. Les POC se concentrent réellement sur est-ce qu'aujourd'hui, le concept que je vais tester, il est approprié aux besoins de mon patient ou de mon utilisateur de manière générale, et est-ce qu'il est apprécié et désiré. Et pour les KPI, qu'on appelle, ça c'est des indicateurs de performance en français, ce sont des indicateurs qui montrent l'efficacité, l'efficience d'une action, d'un projet, ce sont des grilles d'indicateurs de performance en fait, voilà. Merci. Non, je pense que c'est important parce que ça porte un peu mon propos, c'est effectivement quelle est la singularité finalement de ce qu'on apporte. Donc vous l'avez dit, c'est une méthode. C'est une méthode, mais quelquefois quand on arrive avec une méthode et des outils, c'est très léché, ça peut être rassurant pour les financeurs, ça a quelque chose de moderne, etc. Mais ça peut aussi mettre à distance notamment les professionnels et les équipes avec des concepts, avec des anglicismes. Et moi, je l'ai vécu pas mal dans le milieu social et médico-social, où finalement, le début de l'immersion peut être un petit peu gêné par l'utilisation de ces concepts qui sont pourtant très simples en fait, d'immersion, de regard, d'écoute, de faire ensemble, on va bricoler un truc et puis on va le mettre en test et puis vous allez nous dire si effectivement ça fonctionne. Voilà, donc c'est un peu une invitation, mais vous avez l'habitude et par votre savoir-être aussi, par la rencontre, vous savez aussi adapter à la fois la méthode et la façon dont on en parle. Mais je pense que c'est important à redire parce qu'en effet, on peut avoir des réactions un petit peu épidermiques qui pourtant ne sont pas, en tout cas de partie de personnel, notamment soignants, en disant oh là là, de quoi ils nous parlent et qu'est-ce qu'ils ont à nous apporter par rapport à notre univers ordonné, organisé, et pour lequel nous on sait quel est le besoin des personnes qu'on accompagne, parce que nous, on est dans le terrain. Et que du coup, c'était important ce que vous disiez aussi de ce temps-là, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais de glisser un peu, de déranger positivement. Et j'étais assez aussi sensible aux objets médiateurs qu'on peut mobiliser, que ce soit le tissu, le toucher, mais aussi d'autres objets. J'imagine que dans les urgences, ça passe par, j'ai vu un peu dans le kit de mallette, c'est des mouchoirs, enfin des choses qui sont des objets médiateurs sur lesquels on puisse aussi parler de concret, de est-ce que ça me sert, est-ce que ça me sert pas, à qui je le donne, une fois que je l'ai, je le pose où, enfin voilà. Cet usage-là, on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est ce véhicule du lien et de proposer, de ne pas imposer, et je trouve que c'est intéressant aussi ce que tu disais sur les personnels des urgences qui sont aussi pris dans un tempo, dans quelque chose de très technique, et de penser le soin au-delà du médical. Ce que vous leur avez proposé aussi, c'est un espace pour pouvoir le faire et le dire. Et finalement, de se dire que vos
vos objets inventés, vos petits concepts, etc., ils vont avoir l'histoire qu'ils vont avoir, mais n'empêche que ce temps-là et ce travail collectif que vous avez rendu possible peut avoir, et c'est pour ça, effectivement, sur l'impact on le mesure après coup et sur des dynamiques collectives qui se sont saisies. Donc vraiment, j'insiste, parce que je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est ce savoir-être aussi des professionnels que vous êtes et du design qui est porté par de l'humain et par du temps qu'on laisse à la relation. Et que on est aussi souvent pris, et moi la première, je viens de l'administration publique, des succès rapides, visibles des objets, et de se dire que finalement, ce qui reste souvent, c'est le lien, c'est l'expérience et de la façon dont on va l'entretenir. Le tissage, quelque part, pour reprendre un mot qui a été un petit peu employé. D'un mot très rapide, puis on va passer à la conclusion. Vous qui travaillez beaucoup, notamment dans le laboratoire des solutions, pour essayer d'accompagner avec des approches innovantes, particulièrement les EHPAD, il y a cet appel à projet sur les tiers-lieux qui s'est ouvert. Cet enjeu d'ouverture, parce que c'est ça qui s'est posé derrière, c'est comment on s'ouvre un petit peu aussi dans les établissements à cet extérieur. On sait que c'est compliqué parce que c'est des modes de communication qui ne sont pas les mêmes, c'est des publics qui n'ont pas les mêmes contraintes, qui n'ont pas les mêmes vécus. De ce que vous voyez là, quels sont aujourd'hui des éléments un peu d'innovation, des clés un peu de réussite que vous retrouvez un peu dans la réflexion qu'il y a dans le laboratoire, dans l'appel d'offres des tiers-lieux, pour essayer justement de rendre plus fluide, plus fertile aussi cette dynamique d'ouverture, cet échange? Oui, moi je trouve, c'est vrai que le concept de tiers-lieu, il peut paraître un peu flou, et que finalement c'est de proposer un espace de rencontre, d'échange et de faire ensemble. Et ça n'est que ça, en fait. Et que finalement, les solutions, les besoins, les solutions, les outils, ils vont venir et ils seront d'autant plus puissants et intéressants qu'ils ont été co-construits ensemble. Et donc, je trouve que ce qui est intéressant, plutôt que de dire on n'a pas les ressources à l'intérieur, l'extérieur va m'apporter des solutions et des ressources, finalement, en faisant ça, on l'a vu aussi dans le projet d'avant, c'est que finalement, en étant des bons mailloticiens, qui est un travail qui est fait aussi par les designers de cette maillotique-là, c'est d'aller chercher les ressources à l'intérieur des organisations, des personnes, des compétences insoupçonnées et de ressources qui, par le regard de l'extérieur valorisant, peut faire exploser les possibles. Vous avez parlé des tiers-lieux, là on a fait un appel à projet, on s'est dit oh là là, les conditions en ce moment, après le Covid, on ferme, on fait attention au protocole, etc. Et là on dit les gars, vous ouvrez les portes, les murs, vous faites venir des ados, des personnes âgées, des actifs, dans des horaires décalés, des week-ends, etc. C'est ouverture. Alors on s'est dit voilà, comment ils vont nous accueillir ça. Et en fait, ce qui était important pour nous, c'était cette posture basse, cette humilité de dire, en fait, on ne vous demande pas de réinventer un truc, beau design, chic, tout ça. On vous dit, vous avez vécu des choses pendant la pandémie, vous avez créé des choses, vous avez tissé des liens. Là, notre idée, c'est de dire, voilà, vous avez cette capacité-là, il y a des ressources et des capacités autour de vous, chez les personnels, chez les soignants, chez les familles, chez les pairs, mais chez les résidents aussi, et surtout. Et donc ça, tricoter quelque chose de plus durable, et c'est ça qui va faire, vous voyez, c'est de ce regard de l'extérieur, cette ouverture de l'extérieur qui nous rend acteurs et qui nous rend en capacité de se dire je vaux quelque chose, je peux faire quelque chose. Et on l'a vu effectivement, qui sait coudre, récupérer, oui, un foulard peut avoir une seconde vie. Et on peut, de façon, Fanny l'a dit aussi tout à l'heure, avec des façons un peu malignes, pas forcément coûteuses. Et du coup, l'idée, c'est de ne pas s'empêcher d'eux et de cultiver ces espaces collectifs, ces envies pour faire. Et c'est souvent un peu ça qui nous manque dans un ordonnancement médico-social qui est très normé. Et c'est normal de trouver ces espaces un peu de respiration, de créativité, où ça va être possible. Merci beaucoup, merci à vous pour ces regards, merci aux porteurs de projets, merci à vos commentaires, vos questions. Dernier temps, c'est celui de la conclusion de cette demi-journée, c'est la suite de la conclusion de ce webinaire. On va retrouver pour cela Fanny Cérez.
Très bien. Donc en fait, j'allais dire, il y a une espèce de question qui rassemble l'ensemble de ces projets et qui serait comment ces approches de design, elles peuvent transformer ces environnements institutionnels qui sont liés à la santé. Et cette question de comment on transforme, ça pose au début finalement une espèce de partage de diagnostic. D'abord reconnaître que ça a besoin d'être transformé, et je pense que finalement cette prise de conscience, c'est un peu le point de départ. Et transformer par rapport à quoi ? Nous, on travaille ces derniers temps sur l'idée que peut-être il y a un caractère iatrogène, paradoxalement, dans ces environnements de soins, c'est-à-dire que ces environnements, ils génèrent un certain nombre de troubles chez les personnes auxquelles ils s'adressent. Et que finalement, c'est comme reconnaître que ces lieux, malgré tout ce qu'ils essayent de faire, et quand je parle de lieux, je parle d'environnement physique et social, les espaces architecturaux, les équipes, ils n'arrivent pas à satisfaire l'ensemble des aspirations et besoins des personnes qu'ils accompagnent, et que trop souvent, c'est très résumé, les personnes sont résumées à leur pathologie, leurs besoins de soins, leur dépendance, et que le challenge global, qui est fait à travers cet appel à projet, mais aussi dans le cadre du laboratoire des solutions de demain, et puis dans l'évolution des politiques publiques, à mon avis, même dans le désir qui émerge de la société civile, c'est de voir comment est-ce que ces lieux, même si on y reste pas très longtemps pour le cas des urgences, jusqu'au bout de sa vie, dans le cas des EHPAD, comment est-ce qu'ils peuvent devenir de vrais espaces de vie qui permettent aux personnes, quelles que soient les difficultés qu'elles rencontrent, de rester sujets et finalement de ne pas être simplement des objets de soins. Et ça, ce repassage, se réapproprier sa subjectivité, c'est un point très important. Alors ça requiert de sortir d'une approche fonctionnelle et technique pour aller dans une approche humaniste. Et finalement, tout ce que le design apporte, c'est ces temps de l'écoute profonde et du fait d'accepter de se laisser toucher dans sa sensibilité. Et ça, je pense que c'est le point qui est sans doute le plus difficile. Et en plus, c'est même dans la culture sanitaire, il y a quelque chose autour de la distance, c'est professionnel, d'être à distance des choses. Mais là, on se dit, oui, peut-être qu'en fait, il faut être un peu moins à distance pour être un peu plus proche de ce qui est essentiel pour les personnes. Alors, on a beaucoup dit, ça prend du temps. Oui, c'est vrai que ça prend du temps. Et en même temps, moi, je me dis, prenons un projet de reconstruction, on va mettre 5 ans entre l'idée et la livraison, et puis cette chose qu'on va bâtir, elle va être amortie financièrement pendant 25 ans. Donc en fait, on va avoir 30 ans de vie d'un espace. Est-ce que franchement, ça ne vaut pas le coup de prendre 6 à 8 mois, c'est-à-dire une goutte d'eau à l'échelle du projet, pour que ça soit de bien meilleure qualité ? Et puis ça prend du temps aussi de gérer tous les problèmes générés par l'environnement. On parlait par exemple, moi je fais pas mal de travail dans les unités protégées qui sont fermées, et on se rend compte qu'il y a énormément de troubles du comportement qui sont générés par la fermeture. Donc que font les professionnels ? Ils passent leur temps à gérer les troubles du comportement. Et est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir du temps à réfléchir comment, en humanisant ces environnements, on diminue les troubles et donc le confort de tout le monde, des personnes, des professionnels, etc. Donc je pense qu'il faut sortir, en fait, avoir une approche un peu plus globale, comme pour celle du coût, par rapport au temps, et de se dire, peut-être qu'à moyen terme, et peut-être même parfois à très court terme, on peut avoir des effets très, très bénéfiques qui libèrent du temps à toutes ces organisations qui sont vraiment sous tension, et puis surtout qui recréent de l'attractivité, parce qu'on en a un peu parlé, là on est dans un moment où on manque de soignants. Alors il y a manque d'attractivité de tous les côtés, les personnes ne veulent pas y vivre, et les soignants ne veulent pas y travailler. Une fois qu'on a fait ce constat, on se dit, le sujet de la désirabilité, il est très fort, et c'est plus qu'une question, c'est pas un sujet marketing, c'est un vrai sujet profond. Qu'est-ce qui va donner envie à des jeunes de se lancer dans ces carrières? Qu'est-ce qui va donner envie à des plus âgés de déménager dans ces lieux pour leurs derniers jours? On a un vrai sujet par rapport à ça. Et je trouve qu'il y a 2 choses dans les présentations qui ont été faites ce matin qui nous invitent à ça. Un premier commentaire qui a été fait par un internaute, c'est « J'aurais aimé que ma grand-mère puisse connaître un si joli EHPAD ». Et puis, le travail qui a été fait autour de ces bavoirs. Alors ça pose une question qui est très grande, qui est celle de finalement comprendre ce qui est symbolique autour de nous et comprendre cette phrase que j'aime beaucoup d'Alain de Botton, qui est un philosophe qui a écrit un ouvrage sur l'architecture du bonheur, qui nous dit la chose suivante, c'est que la beauté, c'est la promesse du bonheur. Voir un environnement, quelque chose, un objet ou un lieu qui on trouve beau, on ne parle pas de rapport de hauteur et de largeur, on parle du potentiel d'épanouissement que représente cet objet. En fait, quand on se dit, tiens, qu'est-ce qu'elle est belle cette maison, on dit juste, qu'est-ce que je serais bien si je vivais là? Et cette question de voir comment est-ce qu'on peut travailler avec le beau, et alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a une vraie méfiance dans le secteur de la santé. Si c'est beau, c'est pas adapté. Si c'est beau, ça va être cher. Et pour autant, considérer que peut-être la beauté, elle fait partie du soin à proprement parler, que c'est un vrai levier
pour le faire. Et ça, je pense que c'est d'autant plus important dans ces environnements où il y a énormément d'objets, énormément de stigmates. On parlait tout à l'heure de stigmatisation, les chariots de soins, les fauteuils gériatriques, les aides techniques qui viennent compenser toutes les problématiques que les personnes rencontrent. Tout ça, finalement, stigmatise terriblement les personnes dans les difficultés qu'elles rencontrent. Et quand bien même ces établissements vont être confrontés à une grande augmentation de la dépendance dans le cas des EHPAD, à une grande augmentation de la technicité des soins dans le cas des hôpitaux avec le virage ambulatoire, je pense qu'un des grands challenges et pour lequel on a clairement besoin de designers, c'est de rendre invisibles toutes ces adaptations et de faire en sorte que vous et moi, n'importe qui ici se dirait bah oui, je pourrais avoir ça chez moi, ben oui, et que finalement on sorte de toute cette partie stigmatisation. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer ensemble vers de la désirabilité. Merci beaucoup, merci à vous Fanny pour cette conclusion, merci à vous de nous avoir écoutés, merci à Diane également, merci aux équipes techniques qui ont géré tout cet événement de main de maître et aux équipes de la CNSA. L'ensemble de ces contenus, vous pourrez bien évidemment les retrouver sur le site de la CNSA, n'hésitez pas à en parler à ceux qui n'ont pas pu suivre et qui seraient intéressés. Merci à vous tous et belle journée.